Alors au Togo, il se passe quelque chose d'assez paradoxal. D'un côté, on a un discours très fort, très engagé pour la souveraineté sur la scène internationale, et de l'autre, eh bien, pour une partie de la population, la réalité à l'intérieur du pays semble bien différente. Comment est-ce qu'on peut concilier ces deux visages? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Tout part d'une position diplomatique très claire. Le Togo affiche son soutien à l'Alliance des États du Sahel. Vous savez, ce pacte de défense entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Il défend l'idée de souveraineté, le droit des peuples à décider pour eux-mêmes. Et ça, sur le papier, c'est un message qui est bien sûr très bien perçu. Mais voilà la question qui se pose, et elle est cruciale. Est-ce que cette défense de la souveraineté s'arrête aux frontières? En d'autres termes, est-ce que le peuple togolais, lui, bénéficie de cette même liberté que son gouvernement défend avec tant de ferveur pour les autres? Bon, alors on va décortiquer tout ça aujourd'hui parce que c'est un sujet vraiment lourd. Il faut se représenter la scène, c'est assez saisissant en fait. D'un côté, on a ce gouvernement qui monte à la tribune d'un grand sommet international. Oui, un événement majeur, avec tous les regards braqués sur eux. C'est ça. Et là, on a droit à un discours super percutant, un truc farouchement indépendant qui revendique la souveraineté de toute la région face au reste du monde. Avec les applaudissements dans la salle, l'image parfaite, quoi. Diplomatiquement, c'est un sans faute. Absolument. Mais le truc fou, c'est qu'au même instant, de l'autre côté, on a un citoyen direct et il dit en substance c'est magnifique de jouer les héros de la liberté à l'étranger, mais pourquoi vous enfermez vos propres citoyens à la maison? Ouais, le contraste est juste brutal. Et c'est précisément cette fracture béante qu'on va explorer aujourd'hui. Tout à fait. Et pour ceux qui nous écoutent, le document source sur lequel on se base, ce n'est pas un rapport de la Banque mondiale, hein. Non, ni une note diplomatique un peu édulcorée. En fait, c'est le décryptage d'une vidéo militante qui est devenue complètement virale. Une vidéo qui s'attaque vraiment frontalement à la gouvernance de Faure Gnassingbé au Togo. C'est bien ça? Exactement. C'est un discours brut qui vient du terrain et qui s'adresse sans aucun filtre au peuple fier et fort du Togo, pour reprendre les mots de l'auteur. Et donc, notre mission pour cette exploration, c'est vraiment de comprendre l'architecture de cette vidéo. On veut analyser comment cet activiste s'y prend pour démonter le discours officiel. C'est une vraie mécanique d'argumentation qu'il va falloir démonter. Voilà. Et je fais une petite pause ici pour clarifier un point crucial pour notre audience. Notre démarche, c'est uniquement de l'analyse. Ouais, c'est super important de le préciser. On n'est pas là pour prendre parti, on ne valide pas et on ne réfute pas ces affirmations qui sont, politiquement très chargées. Notre but, c'est d'exposer fidèlement les revendications de cet activiste. Pour aider ceux qui nous écoutent à comprendre les enjeux super complexes du discours politique togolais en ce moment, quoi. Exactement. Alors, par quoi on commence ? Pour comprendre la frustration énorme de l'auteur de la vidéo, il faut d'abord regarder l'élément déclencheur. C'est la position hyper récente du Togo sur la scène internationale. Tu parles de l'histoire avec l'AES ? Ouais, l'Alliance des États du Sahel. Le gouvernement togolais a affiché un soutien vraiment clair et sans ambiguïté envers cette alliance. Ce qui est quand même un geste fort, parce que l'AES, c'est le Mali, le Burkina Faso, le Niger. C'est vraiment le symbole d'une rupture géopolitique massive en Afrique de l'Ouest. Ce sont des pays qui rejettent les partenaires occidentaux au nom de la souveraineté. C'est ça. Le Togo ne fait pas partie de l'alliance, mais il les soutient publiquement. Et ce qui est fascinant ici, c'est la réaction de l'activiste dans la vidéo. Ah oui, il ne rejette pas du tout cette démarche en fait. Non, pas du tout. Il salue même l'initiative. Il dit texto, c'est très bien de parler comme ça. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'il ne s'oppose pas au concept de souveraineté porté par le gouvernement. Non, en fait, il s'en empare. Ils l'utilisent comme un miroir pour exposer leurs propres contradictions. C'est un peu comme... c'est comme un parent qui ferait de grands discours devant tout le quartier sur l'importance de l'indépendance, de l'entraide, de la liberté. Mais qui, en rentrant chez lui, verrouillerait sa propre maison à double tour de l'intérieur, ouais. C'est exactement ça. Mais du coup, concrètement, comment l'auteur de la vidéo s'y prend pour déconstruire cette belle façade internationale ? Eh bien, puisque la façade internationale est posée, la vidéo s'attaque à la manière dont le gouvernement essaye de maintenir cette illusion, mais à l'intérieur de ses frontières cette fois. Et là, on rentre dans ce que la source appelle la guerre de l'image. Ouais, c'est violent. Le document critique très durement la stratégie de communication de l'État. Il accuse carrément le gouvernement de, je cite, soudoyer et de payer des influenceurs et des blogueurs. Ah ouais ?
Genre pour venir faire la promotion du Togo sur les réseaux de manière artificielle? C'est ça. Au lieu d'investir cet argent sur les Togolais eux-mêmes, l'État paierait pour fabriquer une fausse image. Et l'auteur perçoit ces dépenses de relations publiques comme une véritable insulte. Bah surtout face aux attentes réelles de changement de la population, on peut comprendre l'indignation. Si on relie cela à la situation globale, c'est comme payer pour un vernis de façade alors que les fondations s'écroulent, quoi. L'auto dit en gros, si vous faisiez du bon boulot, les citoyens feraient votre promo gratuitement. C'est clair. Mais attends, il y a un truc qui m'interpelle là-dedans. Pourquoi la vidéo cible spécifiquement les influenceurs et les blogueurs? C'est une bonne question. N'hésitez pas à mettre un cœur. C'est vrai, les codes sont les mêmes. Est-ce que ce n'est pas la preuve que le militantisme aujourd'hui, tout comme la propagande de l'État, ça se joue principalement sur les réseaux, là où se trouve la jeunesse? Ah bah complètement, c'est le nouveau champ de bataille, c'est l'algorithme. Mais la différence que pointe l'auteur, c'est que d'un côté, on a une communication d'État achetée, stipendiée, pour étoffer le débat. Et de l'autre, un engagement organique. Voilà, une indignation viscérale. L'activiste compte sur la vraie colère des jeunes pour partager sa vidéo sans avoir besoin de les payer. Ouais, je vois. C'est le vrai soutien populaire contre l'astroturfing, cette technique de fausse popularité. Et ce contraste, il devient encore plus glaçant quand l'auteur aborde ce qui se passe vraiment derrière l'écran de ces influenceurs. Ah oui, là, le ton change complètement. La vidéo met violemment en contraste ce discours officiel avec les conséquences humaines internes, qui sont très réelles. Et super sombre. On passe de la guerre des likes à des vies brisées, en fait. Exactement. Le document liste les vrais enjeux internes. L'auteur parle des personnalités et des prisonniers politiques qui sont incarcérés. Et surtout, il s'attarde sur les jeunes Togolais qui sont poussés à l'exil. Des jeunes qui, d'après la source, veulent juste le changement de leur pays. C'est terrible. Il y a une expression d'ailleurs dans la vidéo qui m'a vraiment marquée. L'auteur accuse le gouvernement de, je cite, « coller ses enfants en exil ». C'est un vocabulaire très chargé émotionnellement. Ah bah le mot « coller », c'est physique, c'est forcé. Et utiliser le terme « enfant », le chef de l'État se présente souvent comme le père de la nation. Donc là, c'est l'image d'un père qui expulse ses propres gamins parce qu'il le critique. C'est exactement l'analyse qu'il faut en faire. Ça dépeint une gestion interne totalement étouffante où les citoyens ne peuvent pas s'exprimer librement. Mais du coup, qu'est-ce que tout ça signifie au fond? Je veux dire, d'un point de vue systémique, comment un pays peut-il se construire si sa force vive, la jeunesse, est soit mise en prison, soit forcée de fuir? C'est le paradoxe total. L'État purge le pays de ses voix dissidentes pour maintenir le calme, mais en faisant ça, il sacrifie son avenir. C'est un suicide à long terme, en fait. Exactement. Et ce constat amer amène l'auteur de la vidéo à formuler sa vraie conclusion. Il exige une redéfinition totale de ce que doit être la véritable souveraineté. Parce que pour lui, le discours souverainiste qu'on entend à l'international, c'est du vent tant que ça ne s'applique pas à l'intérieur. Voilà. La vidéo affirme que ce discours ne prendra forme que lorsque le président pensera aux enfants du Togo. Ça veut dire libérer les prisonniers, arrêter les exils forcés et permettre une vraie union. Il a cette phrase très forte, hein, « On ne construit pas un pays comme ça ». Il qualifie même la politique actuelle de démodée. Et le mot démodé est super intéressant. Ça soulève une question importante. Ça montre que pour la jeunesse locale, la souveraineté, c'est pas juste un concept abstrait de politique étrangère entre chefs d'État. C'est pas juste tenir tête aux Occidentaux dans les grands sommets. Non, c'est une question de liberté d'expression au quotidien, de justice en interne et d'opportunité sur son propre sol. Les vieilles méthodes de musulmans, pour eux, ça appartient au passé. C'est vraiment la souveraineté du quotidien. D'ailleurs, le ton de la vidéo reflète totalement ça. C'est pas un discours écrit pour des diplomates de l'ONU, hein. Ah non, pas du tout. C'est foncièrement militant, c'est pressant. Il s'adresse directement à la base, à la jeunesse togolaise, pour lui faire réaliser que cette vraie souveraineté, elle commence à l'intérieur de leurs propres frontières. C'est un lanceur d'alerte émotionnelle, en fait. Il parle à ses pairs. Bah écoute, on a vraiment fait le tour de cette architecture rhétorique. Si on récapitule un peu les points essentiels de notre plongée d'aujourd'hui, on a d'un côté la dénonciation d'un décalage profond. Un décalage énorme, ouais. D'un côté, un affichage diplomatique très pro-AES, hyper souverainiste, et de l'autre, une réalité interne qui est décrite par la source comme hyper répressive. Avec l'exil des jeunes, l'emprisonnement politique. Et cette espèce de communication totalement artificielle via des influenceurs payés par l'État, c'est un tableau assez saisissant. Carrément. Et pour conclure, j'aimerais proposer une dernière réflexion à ceux qui nous écoutent, juste pour prolonger un peu l'analyse. Vas-y, je t'en prie. Si un gouvernement s'appuie sur une rhétorique d'indépendance à l'international, mais qu'en même temps il se vide de sa jeunesse critique à l'intérieur, est-ce que cette nation est vraiment en train de consolider sa souveraineté ?
Ou bien est-elle simplement en train de construire une très belle coquille vide? Ah ouais, c'est une excellente question. Une vitrine étincelante, mais sans personne à l'intérieur pour faire vivre le pays. Exactement. C'est une réflexion profonde sur ce qui constitue vraiment la force d'une nation. À méditer quoi. Totalement à méditer. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette exploration. On vous laisse sur cette réflexion et on se retrouve très vite pour un prochain décryptage.